Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Défense et illustration de l'analyse des discours universitaires. Jean-Marc Defay. Université de Liège. Résumé. En espérant contribuer à justifier, à baliser, à éclaircir quelque peu le champ de recherche et de réflexion, relativement nouveau, qui fait l'objet des études aussi variées que spécialisées de cet ouvrage, nous nous proposons, dans cet article introductif, d'aborder 3 questions générales qui couvrent l'ensemble de la problématique. La première concerne la définition et la caractérisation des discours universitaires, ou plus précisément la topographie du terrain encore vague qu'ils occupent, avec des copropriétés, des mitoyennetés, des indivisions, des servitudes à débrouiller. La seconde question est de savoir comment caractériser ces discours universitaires par leurs propriétés internes. Pour cela, nous discuterons à titre exemplatif quelques-unes des particularités que lui ont attribuées des professeurs de différentes disciplines que nous avons soumis à un premier sondage. La troisième question portera sur la responsabilité, l'actualité, les enjeux d'une analyse de ces discours compte tenu des bouleversements que connaît depuis quelques années l'institution universitaire et dont nous présenterons les principaux vecteurs, en envisageant leurs impacts sur les discours concernés. Cet ouvrage constitue les actes du colloque organisé par l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Liège et l'Université catholique de Louvain, les 24, 25 et 26 avril 2008 à la Fondation universitaire de Bruxelles, grâce à l'aide de ces 3 universités ainsi qu'à celle du Fonds national de la recherche scientifique et du Commissariat général des relations internationales de la Communauté française de Belgique, institution que les éditeurs remercient chaleureusement pour leur précieux concours. Mots-clés. Analyse du discours universitaire, discours scientifique, internationalisation, épistémologie. Abstract. We hope to contribute to the justification, and to the clearing away and clearing up to some extent, of this field of research and reflection, which is relatively new, which is the object of studies as varied as they are specialized in the present work. And so in this introduction we propose to consider 3 general questions that cover the entirety of the problematic. The first concerns the definition and the description of university-based discourse, or more precisely the topography of the terrain, still unclear, that this discourse occupies, along with its shared properties, its common boundaries, its areas of indistinction, and its dependencies, all remaining to be made clear. The second question is to know how to describe university-based discourse according to their internal properties. In order to do that, we shall discuss in an exemplifying way some of the particularities that have been attributed to this discourse type by professors of different disciplines who have responded to our initial survey. The third question bears upon the responsibility, the actuality and the enjeu involved in an analysis of this discourse, taking account of the upheavals that the institution of the university has been subjected to in recent years, concerning which we shall consider the principal vectors and their impact upon various discourse. This work constitutes the act of the symposium organized by the Université libre de Bruxelles, the Université de Liège and the Université catholique de Louvain, en April 24 th, 25 th and 26 th, 2008, in the Fondation Universitaire of Brussels, thanks to the help of these 3 universities, as well as of the Fonds national pour la recherche scientifique and the Commissariat général aux relations internationales of the Communauté française of Belgium, institution which the editors thank warmly for their precious collaboration. Keywords. Analysis of discourse university, discourse scientifique, discourse internationalisation, épistémologie. 1. Cadre et objet. Nous nous sommes déjà demandé ailleurs, Defay 2006, si la dénomination discours universitaire couvrait les discours tenus par et ou pour les universitaires, définition personnelle, et ou tenus dans l'enceinte d'une université, de l'auditoire à la salle du conseil, en passant par le bureau du doyen et le séminaire des étudiants, définition situationnelle, et ou tenus sur l'université, y compris par d'autres personnes en d'autres lieux, définition thématique. Il reste évidemment à préciser ce que l'on entend par une université et un universitaire. L'ensemble foisonnant des institutions et des établissements qui portent ou réclament le nom des ' universités
est en pleine restructuration et il risque de demeurer longtemps très instable. Doit-on par exemple y compter certaines écoles, hautes, normales ou supérieures, collèges, instituts, centres d'expertise, laboratoires, etc. Commencent aussi à apparaître des universités virtuelles dont les structures et l'encadrement sont encore plus labiles. Si le principe de base est qu'une université associe étroitement l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, on sait toutefois qu'elle ne les combine pas tout le temps ni à tous ses niveaux, certains départements, en fonction de leur spécificité, se consacrant plutôt à l'un ou plutôt à l'autre de ces deux pôles d'activité. On ne peut pas non plus oublier les tâches administratives et le discours y afférent, qu'ils soient assurés par les professionnels de l'administration ou les autres membres de l'institution, y compris le recteur. Il n'est pas moins délicat d'identifier et de caractériser les personnes que l'on peut dorénavant dénommer universitaires. Premièrement, faut-il réserver cette désignation aux professeurs attitrés qui, par principe aussi, devraient être à la fois enseignants et chercheurs, mais qui sont souvent obligés de sacrifier l'une ou l'autre de ces responsabilités, souvent à cause d'un supplément de tâches administratives? On se demande d'ailleurs si nous n'assistons pas à une dissociation, voire une spécialisation, dans la répartition de ces responsabilités qu'un seul et même professeur ne peut plus assumer seul comme auparavant. Par contre, on peut aussi observer une déprofessionnalisation du métier de professeur universitaire, ordinaire, puisque de nombreux membres extraordinaires du corps professoral d'université y sont de plus en plus souvent engagés pour y enseigner ou y faire de la recherche sur base de leur expérience ou de leur expertise professionnelle, parfois même sans le titre de docteur. Deuxièmement, se pose la question des chercheurs qui n'enseignent pas ou qui ne le feront qu'à un autre stade de leur carrière, et aussi celle de l'étudiant universitaire, même s'il s'y initie progressivement et même si cette initiation n'est pas toujours couronnée de succès, l'étudiant n'en reste pas moins à la fois un consommateur et un producteur de discours universitaires pendant sa formation. Et qu'en est-il, troisièmement, des membres du personnel administratif dont le rôle s'est dernièrement sensiblement accru au point de devenir les intermédiaires privilégiés avec le monde extérieur et entre les différents types de personnel, professeurs, chercheurs, étudiants, sur qui il s'est par ailleurs déchargé, via les NTIC, d'une partie de ses tâches, par exemple la gestion du courrier, des inscriptions des étudiants, des programmes de cours, des épreuves et examens, des projets de recherche? Voilà donc quelques-uns des problèmes que pose la définition et la délimitation du cadre de notre analyse du discours, qu'il faudra régler progressivement et revoir régulièrement. Concernant la constitution du corpus, un petit sondage effectué en 2007 auprès d'une douzaine de collègues de différentes facultés d'universités francophones de Belgique permet de donner à titre indicatif cet aperçu déjà fort riche, tant à l'oral. Cours magistral, conférences, séminaires, disputes, débats, leçons publiques, défenses, présentations, commentaires, examens, questions-réponses, travaux pratiques, cliniques, entretiens, communication scientifique, sessions postères, conseils scientifiques académiques, réunions, conversations, etc. Qu'à l'écrit. Syllabus, ouvrages et articles, pédagogiques, scientifiques de vulgarisation, cours à distance, site internet, mémoire, thèse, projet de recherche, résumé pour colloque, acte de colloque, rapport de recherche, de lecture, de stage, procès-verbal, examen, questions-réponses, notes de cours, courrier postal, électronique, internet, etc. L'analyse des rapports, complexes et instables, entre les discours universitaires oraux et écrits est déjà fort révélatrice du mode de fonctionnement de la gestion du savoir à l'université, voir Vaquet 2003. D'autres typologies ne seraient pas moins instructives. On peut par exemple partir du principe que les différents discours pratiqués entre les murs d'une université, où l'enquêteur se promènerait avec un enregistreur ou une photocopieuse, relèvent forcément d'une des trois catégories suivantes. La première, la catégorie des discours objets, la seconde, celle des discours instruments, et finalement la troisième, celle de L'. Analyse des discours qui prend pour objet les deux premières catégories, dont elle continuerait cependant à faire partie, et dans laquelle on rangerait les articles de ce recueil. Rares sont les disciplines scientifiques et les cours de faculté qui ne soient peu ou prou basés sur l'étude critique de discours objets, que ce soit d'œuvres littéraires, de documents historiques, de récits de témoins, d'anamnèse médicale, d'articles de loi, de transcriptions d'expériences, de bilans d'entreprise, de programmes politiques, etc. Les développements de l'analyse des discours ont démontré que rien ne peut lui échapper.
non seulement les linguistes qui s'apostrophent. Ils livrent ont droit de citer dans toutes les spécialités, mais tout spécialiste est d'abord spécialiste des modalités de production, d'interprétation, d'évaluation, de gestion des discours appartenant à son domaine. Il entre dans les responsabilités de l'université d'apprendre à ses étudiants à comprendre, à utiliser, à analyser les discours objets en rapport avec leur future spécialité, et dans plusieurs cas, à en produire aussi eux-mêmes, par exemple à rédiger les statuts d'une association, un article de presse, à donner une leçon devant des élèves. Si l'on peut avancer qu'il y a autant de discours objets que de matières dites universitaires, on peut aussi supposer à contrario que les discours instruments eux se ressemblent davantage dans la mesure où ils caractérisent une institution ou une pratique discursive spécifique, compte tenu des réserves ci-dessus émises. C'est précisément à ce niveau que l'on peut examiner les particularités du ou des discours universitaires. Si l'on traite différemment la passion dans les départements de littérature, de psychologie, de droit, ces discours partagent suffisamment de points communs pour que l'on puisse les désigner de discours universitaires, les associer, dans le cadre de l'interdisciplinarité par exemple, et pour que l'on ne les confonde pas avec les discours de la presse populaire, de la littérature sentimentale ou de l'exhortation religieuse. Le partage entre discours objet et discours instrument n'est évidemment pas étanche. Le discours du professeur de littérature sera certainement plus littéraire, surtout dans certains types d'approches, dénommées précisément intersubjectives, que celle du professeur de biologie moléculaire. Dans la mesure où dans certaines facultés, beaucoup de professeurs, nous l'avons dit, exercent le métier à l'extérieur, il y a aussi confusion des discours. Quand il prend la parole à l'université, est-ce le professeur de droit, de médecine, d'économie, qui parle à ses étudiants ou l'avocat, le médecin, l'homme d'affaires expérimenté qui s'adresse à des futurs collègues ? Pour approfondir cette typologie, nous nous inspirons de la triple mission du professeur telle qu'on la trouve décrite dans les différents statuts ou chartes d'universités belges ou étrangères, à savoir les missions d'enseignement, de recherche et de service à la communauté, universitaire ou extra-universitaire que l'on désigne aussi du beau nom de citoyenneté, pour nous demander si un discours ne correspondrait pas à chacune de ces responsabilités. Le discours professoral, le discours scientifique, le discours de communication générale, surtout administrative. Même s'ils sont fort proches, qu'ils connaissent beaucoup de variantes et de sous-genres, et qu'ils interagissent continuellement dans le travail du professeur universitaire, il faudrait d'abord noter attentivement les différences entre le discours professoral et le discours scientifique qui ne sont pas destinés aux mêmes personnes. Des étudiants d'une part, des pairs d'autre part, qui ne visent pas le même objectif, développer le savoir des étudiants, appelés à l'assimiler et à le restituer lors de l'examen, une part, développer le savoir en général en collaboration avec d'autres scientifiques, appelés à confirmer ou infirmer la contribution, d'autre part, qui ne répondent pas aux mêmes exigences. Le discours scientifique requiert l'exhaustivité et l'économie, alors que certaines méthodes pédagogiques reposent sur la redondance, d'autres plus contemporaines sur la rétention d'informations et d'explications, qu'il est plus profitable de laisser les étudiants chercher eux-mêmes. À ce propos, d'intéressantes comparaisons pourraient être faites entre l'exposé d'un même sujet par un même professeur devant différents publics d'étudiants, discours pédagogiques, de collègues, discours scientifiques, de profanes, discours de vulgarisation. Le nouveau contexte, sur lequel nous reviendrons plus loin, a développé au sein de l'université l'usage du discours de communication, non seulement entre les différentes catégories du personnel universitaire, mais aussi avec le monde extérieur où l'université doit valoriser son image et multiplier ses contacts, notamment via les médias, avec d'autres universités, avec des autres acteurs sociaux, avec des partenaires économiques, avec les milieux professionnels, et aussi avec le public où seront recrutés les futurs étudiants, chercheurs, professeurs. L'université Tour d'Ivoire, qui pratiquait des discours réservés aux initiés, a laissé la place à l'université médiatique, qui communique, qui rayonne, qui séduit. Pour assumer cette responsabilité de service à la communauté, de citoyenneté, le professeur est amené lui aussi à pratiquer ce discours de communication qui peut osciller, en interne ou en externe, entre le discours purement informatif, dans sa version la plus administrative, et le discours argumentatif, pour convaincre, les autorités académiques, les commissions de recherche, les partenaires économiques,
et qui peut même tendre vers le discours militant, propagandiste, publicitaire quand ce professeur est appelé à représenter et à défendre son département, son université dans des réunions, dans des congrès, dans des salons des études ou de la recherche. Ces discours professoraux, scientifiques et de communication sont pratiqués en alternance dans des proportions très différentes chez tel ou tel professeur, en fonction de son profil, de ses fonctions, de l'évolution de sa carrière dans l'institution. Non seulement ces discours ne cessent de se combiner, mais il est évident aussi qu'ils se contaminent de la même manière que nous avions observé une certaine osmose entre les discours objets et discours instruments. Nous verrons plus loin quels impacts les mutations du monde universitaire peuvent avoir sur les discours qu'on y pratique, mais on peut répéter ce qui a été évoqué plus haut, que le discours de communication prend de plus en plus de place et d'importance autant dans le fonctionnement de l'université, que dans l'emploi du temps de son personnel académique, comme si on assistait actuellement à une fonctionnalisation du discours et partant du métier de professeur. 2. Caractéristiques et variantes. Dans le sondage évoqué plus haut, nous demandions également à nos collègues d'indiquer en première analyse quelques propriétés à leurs yeux essentielles du discours universitaire. Ainsi, ce discours, ici entendu comme celui de l'enseignement et de la recherche confondus, a-t-il été qualifié dans les réponses obtenues d'abstrait, de décontextualisé, d'impartial, de formel, de structuré, de précis, de critique, d'autocritique, d'univoque, de spécialisé, d'argumentatif, mais surtout, caractéristiques les plus fréquemment utilisées, d'objectif, de modalisé, de dense, d'intertextuel et de logique. Toutes ces particularités, relevées, rappelons-le, par les professeurs eux-mêmes, mériteraient évidemment d'être confirmées par un plus large échantillonnage et confrontées à une analyse interne détaillée des discours en question. Nous nous contenterons ici d'épingler les 5 dernières caractéristiques. 2.1. Objectivité et incertitude. Sur le plan de l'énonciation, les discours universitaires se caractérisent et se différencient effectivement par le degré d'objectivité et le degré de certitude, modalité épistémique, que leur énonciateur manifeste. Qu'ils répondent à un examen, rédigent sa thèse de doctorat, donnent un cours ou écrivent un article scientifique, l'universitaire novice ou expérimenté doit inévitablement prendre position, d'une part sur le caractère indécidable, relatif ou vériconditionnel, falsifiable, selon Popper de l'objet qu'il traite, en fonction de la nature de cet objet ou de la perspective adoptée, et d'autre part sur la possibilité, la probabilité ou la certitude de ce qu'il avance à son propos, en fonction de l'état de ses connaissances. Ces 2 axes sont distincts dans les sciences humaines comme dans les sciences dites exactes, où il faut autant assumer la subjectivité que douter de l'incontestable, confèrent les relations d'incertitude d'Heisenberg. En croisant ces 2 axes, on pourrait représenter un champ où situer les différents types de discours, notamment en fonction des disciplines, ou encore retracer les différentes étapes par lesquelles passeraient les discours professoraux et scientifiques en fonction des progrès de la recherche. Dans l'angle de l'objectivité et de la certitude minimale se trouverait l'intuition, AL', origine de toute initiative scientifique, qui pourrait devenir une conviction, si la certitude se renforce, notamment quand elle est partagée par plusieurs, ou une constatation quand on peut se baser sur des faits recueillis grâce à des observations ou à des expérimentations, à partir desquelles on peut émettre une hypothèse en vue d'une démonstration, qui conjuguerait, elle, la certitude et l'objectivité maximale. Suivant divers processus et modalités propres aux différentes disciplines, mais aussi selon les aléas parfois imprévisibles du développement des connaissances, on peut faire l'hypothèse que toute entreprise scientifique et que tout discours qui lui est associé suive et recommence sans cesse ce mouvement de l'intuition vers la démonstration, avec des combinaisons variables d'objectivité et de certitude. Le discours des étudiants et des jeunes chercheurs en témoigne de manière souvent caricaturale. 2.2. Densité, grande quantité d'informations. Vis-à-vis de l'interlocuteur, les discours universitaires peuvent remplir différentes fonctions qu'il faut distinguer aussi, même si elles s'associent fréquemment. Par exemple, le discours professoral vise à la fois, même si c'est à des degrés divers, à informer en sélectionnant les données à exposer son public d'étudiants, à le convaincre en organisant ces données selon une orientation argumentative, à le contraindre, à acquérir ses connaissances, à suivre la même démarche et ou à aboutir aux mêmes conclusions, à le mettre à l'épreuve,
en dosant le niveau de difficulté ne serait-ce que linguistique pour le simuler ou l'évaluer, à le sanctionner positivement ou négativement pour améliorer ou le rejeter lors d'un examen. Tous ces aspects devraient évidemment être détaillés aussi, mais nous nous arrêterons seulement à la bipolarisation des discours universitaires qui, dans les nouvelles pédagogies, oscillent sans cesse entre leur rôle informatif et formatif, le paradoxe étant que pour mieux former un étudiant il conviendrait de moins l'informer, pour qu'il prenne lui-même l'initiative de développer ses propres connaissances selon ses propres modalités, alors que les enseignants de naguère les lui livraient toutes préparées, prêtes à l'emploi. Ainsi G. Leclerc, 1996, propose-t-il sur base du célèbre triangle pédagogique de Housset, d'en articuler les termes selon les 3 modèles suivants. L'enseignant explique quelque chose à l'étudiant dans la formation explicative par exemple. Un cours magistral, l'étudiant s'explique quelque chose grâce à l'enseignant dans la formation appropriative par exemple. Un séminaire, et l'enseignant et l'étudiant s'expliquent ensemble à propos de quelque chose dans la formation dialogique par exemple. Tâche problème. 2.3. Intertextualité. On sait combien les discours universitaires sont fondamentalement interdiscursifs, dialogiques, polyphoniques, sur le plan de leur objet. La plupart des sciences humaines portent sur d'autres discours, la philologie, l'histoire, la philosophie, comme sur celui des démarches, des méthodes, des théories qui s'imitent, s'influencent, s'opposent. En atteste la taille des bibliothèques, la diffusion des revues, la prolifération des références sur Internet. La légitimité de ces discours en dépend, comme la valeur d'une thèse, d'un article ou d'un ouvrage scientifique dépend du nombre de citations qui y sont faites, et la valeur d'un auteur scientifique du nombre de fois qu'il est cité dans les travaux de ses collègues, coefficient d'impact. Une manière de convertir le qualitatif en quantitatif plus facile à mesurer. En sciences humaines, la bibliographie tient parfois lieu de preuve, et le prestige de l'érudition avantage toujours la tête bien pleine par rapport à la tête bien faite. Aussi est-il intéressant de comparer la place et le rôle que tient l'interdiscursivité dans les différents discours universitaires. Rappelons rapidement que ce rôle peut être ambivalent, contradictoire même. D'une part, ou dans certains cas, le savoir est cumulatif et son progrès dépend de l'intertexte, par exemple des ouvrages qui ont déjà été écrits sur le même sujet, sous peine de redécouvrir l'Amérique, comme mettent en garde les directeurs de thèse. D'autre part, ou dans d'autres cas, le savoir est créatif, et son développement dépend de la nouveauté, de l'originalité, de l'ingénuité du point de vue, l'intertexte pouvant leur encombrer l'esprit, gêner la découverte, décourager l'inventivité. Aussi les discours universitaires, professoraux ou scientifiques, présentent-ils des combinaisons, des concurrences, des dialectiques variées entre le déjà dit et l'inédit, qu'il est aussi nécessaire de comparer car elles participent à leur définition. 2.4. Logique. En fait, les discours universitaires relèvent de plusieurs logiques, et c'est de leur interaction que l'analyse doit avant tout rendre compte. La logique de la pensée, la logique de la raison raisonnante, la logique des logiciens, la logique de la langue, la logique de l'objet considéré, la logique de la culture, de la société, de l'idéologie, la logique de la discipline, la logique de la recherche scientifique, la logique de l'enseignement, la logique de l'institution, et aussi la logique du marché, du profit commercial. Il n'y a évidemment pas d'adéquation systématique entre ces logiques, principalement entre la langue, la raison et la réalité comme le pensaient les grammairiens de Port-Royal, qui estimaient qu'à l'organisation des mots correspond parfaitement l'organisation des choses, et que l'esprit parle et connaît dans le même mouvement, Foucault 1966. La grammaire représentait alors la science des sciences puisqu'elle met au jour en la mettant en œuvre la logique universelle, un statut que la linguistique retrouvera en partie au XXe siècle, au moment où le structuralisme servira de modèle aux sciences humaines. Actuellement, c'est le paradigme cognitif qui domine les sciences humaines, et il est évident que son éclairage contribuera de manière significative à la compréhension des discours universitaires. Quand on saura mieux comment on sait, c'est-à-dire comment on raisonne et comment on apprend à raisonner, on saura comment on peut mieux chercher et mieux enseigner. On veillera cependant à ne pas confondre les conditions naturelles, innées, universelles, de la cognition et les conditions culturelles, institutionnelles, idéologiques, de ces manifestations,
les unes et les autres déterminant ensemble les discours universitaires selon des modalités encore à découvrir. On pourrait en effet être tenté d'invoquer des mécanismes cérébraux pour justifier le succès de certains modèles scientifiques, qui s'expliquent au moins autant, sinon davantage par les circonstances historiques, par des options épistémologiques ou des pressions institutionnelles, commerciales, idéologiques. 3. Actualité et enjeux. À voir le rythme des rencontres et des publications qui leur sont consacrées, l'institution universitaire est en train de s'interroger sur les caractéristiques, les modalités, les finalités des discours qu'elle façonne et qui la façonnent. Il n'est certainement pas inutile de se poser des questions sur les raisons pour lesquelles l'analyse des discours, ambitieuse et invasive comme elle eut l'être, a attendu si longtemps pour s'intéresser aux discours universitaires. Est-ce parce qu'on a cru jusqu'à tout récemment à l'utopie d'un discours scientifique absolu, qui serait complètement neutre, transparent, logique, universel, qui conviendrait autant à la botanique, à la philosophie, à la médecine, au droit, à la linguistique, qui permettrait de décrire son objet sans le dénaturer, de décrire l'ordre du monde sans le fausser, qui empêcherait toute ambiguïté dans ses rapports avec la réalité comme avec l'interlocuteur? En fait, la science n'est ni dans l'objet, ni chez le sujet, ni dans le discours que celui-ci tient sur celui-là, mais dans leurs interrétroactions, comme dit Morin, chaque fois à remettre en cause et en perspective. Ce serait une illusion ou une imposture intellectuelle, Sokal et Bricmont 1997, que de postuler l'existence et d'imposer l'usage d'un degré zéro du discours scientifique, aussi que de tout autre discours d'ailleurs. Ou bien est-ce pour éviter le risque qu'entraîne inévitablement le fait d'être à la fois juge et partie, de verser dans la tautologie, la pétition de principe, l'autodétermination? Il pourrait arriver en effet, consciemment ou non, qu'une analyse des discours universitaires, en principe descriptive, sur base statistique, repose sur des présupposés normatifs et ou débouche sur des conclusions normatives conformes au modèle que l'auteur scientifique pratique lui-même dans son discours, ou plus précisément qui lui est imposé par ses professeurs, les membres du jury de sa thèse ou des comités scientifiques des colloques et des revues auxquelles il veut participer. Mais pour éviter ce cercle vicieux, qui se chargera de mettre en cause les discours universitaires si ce n'est les spécialistes eux-mêmes, par une autocritique systématique de leurs pratiques et de leurs analyses discursives, et de leurs tenants et aboutissants épistémologiques et idéologiques? Cette autocritique n'est cependant possible que si l'on se ménage des points de vue alternatifs d'où mettre les différents paradigmes scientifiques en contexte, en perspective, que si l'on cultive les différences de méthode, de culture, de discours scientifiques. D'où les enjeux considérables des travaux comme ceux que l'on peut lire dans ce recueil. Or l'université est actuellement en train de vivre de profondes transformations qui affectent autant ses missions, scientifiques, pédagogiques, sociales, économiques, politiques, que les stratégies qu'elle met en œuvre pour les remplir. Dans ces circonstances, il est important, et même urgent que l'analyse universitaire des discours s'occupe enfin de l'analyse des discours universitaires qui doivent indubitablement témoigner de cette mutation, qui l'ont peut-être entraînée par leur sclérose, leur inadaptation, ou qui sont en train de la subir, dans le cadre d'uniformisation, d'une instrumentalisation, qui en tout cas y participent selon des interactions complexes et intenses qu'il convient d'examiner pour pouvoir les comprendre et éventuellement les contrôler. On retiendra de cette mutation historique les 4 traits suivants. 3.1. Démocratisation, popularisation, massification de l'université. Au cours des dernières décennies, le nombre d'étudiants à entreprendre des études universitaires a augmenté de manière significative, notamment parce qu'ont heureusement pu y accéder de nouveaux publics d'origine socioculturelle moins favorisée. Mais la popularité de l'université est aussi due au discrédit, auquel elle a d'ailleurs probablement aussi contribué, des écoles supérieures non universitaires qui débouchent plus rapidement sur des professions moins valorisées. Ceci entraîne inévitablement l'arrivée à l'université d'un certain nombre d'étudiants dont la préparation, les intérêts et la motivation ne correspondent pas aux exigences d'études universitaires. Il semblerait d'ailleurs que le phénomène s'inverse maintenant avec une concurrence de plus en plus forte entre les universités et les grandes écoles prestigieuses, lesquelles attirent les étudiants les plus doués ou les plus ambitieux de certaines branches. À en croire les professeurs qui s'en plaignent, la maîtrise de la langue maternelle de leurs nouveaux étudiants baisse année après année,
et le fossé entre la langue pratiquée au niveau secondaire et au niveau supérieur s'accroissant, les universités se sentent de plus en plus souvent obligées de proposer des évaluations et des formations linguistiques à leurs étudiants pour dépister leurs éventuelles faiblesses et les aider à y remédier avant qu'ils n'en subissent les conséquences. Si le problème de la baisse de maîtrise de base de la langue soutenue est bien réel, il ne s'agit cependant pas seulement d'une question de niveau, mais aussi d'une question de genre. En effet, les discours universitaires ne se distinguent pas uniquement par leur degré d'exigence, vocabulaire plus riche, syntaxe plus articulée, texte plus complexe, mais aussi ou surtout par des normes propres dont les caractéristiques sont trop rarement explicitées et qui portent sur des formes textuelles et des procédés discursifs spécifiques. On commence heureusement à prendre conscience de ces spécificités, de la nécessité de les analyser, de les annoncer, d'y initier les nouveaux étudiants et chercheurs. 3.2 Commercialisation, libéralisation, privatisation de l'université. On peut observer cette deuxième tendance à 3 niveaux. D'abord au niveau des fondements même de l'université dans la mesure où le monde économique est de plus en plus présent dans ses projets, dans son financement, dans ses organes de décision, monde dont elle adopte par ailleurs de plus en plus les structures et les modalités de gestion entrepreneuriale. Ensuite, au niveau des pratiques universitaires que nous n'illustrerons que de ces quelques exemples, le découpage et le calcul de l'enseignement en unités et crédits capitalisables, l'incitation à la compétition entre personnes, services, départements, institutions, la préférence accordée aux sciences appliquées au détriment des sciences pures, aux sciences exactes au détriment des sciences humaines, aux approches quantitatives dans les sciences humaines au détriment des approches qualitatives, et en général à la spécialisation, de plus en plus précoce et pointue, au détriment de la formation de base. Enfin, au niveau des finalités de l'université, vu l'importance qu'elle accorde de plus en plus à son développement économique, à son image en termes de marketing, à l'efficacité et au profit à court terme, ceci sur un marché des étudiants, des diplômes, des projets scientifiques, des brevets, de plus en plus concurrentiels. Bref, les universités d'aujourd'hui doivent vendre à une clientèle de plus en plus exigeante, des produits académiques de plus en plus performants, mis au point par des enseignants et des chercheurs de plus en plus spécialisés. À ce propos, quand on prend un peu de recul, on peut se rendre compte que nous sommes en train d'assister à une nouvelle étape dans l'histoire de l'université qui a toujours rencontré les mêmes difficultés à maintenir son indépendance dans l'organisation de la société par rapport aux différentes formes de pouvoir. À ses débuts, au Moyen Âge, l'université occidentale a eu toutes les peines à s'émanciper du pouvoir religieux, ce qui a donné lieu à une succession de combats, de controverses, de compromis. Peu de temps après, et jusqu'à l'époque contemporaine, notre université a dû négocier sans cesse sa liberté académique, avec plus ou moins de succès selon les cas, avec le pouvoir politique dont elle devait se préserver des ingérences dans son fonctionnement interne, tout en le ménageant pour qu'il assure administrativement son statut et financièrement son existence. Si l'université européenne a pu finalement prendre ses distances par rapport à ses pouvoirs religieux et politiques, au bénéfice de sa souveraineté, de son développement et de son rayonnement intellectuel, il est curieux de constater que c'est pour se soumettre aujourd'hui aux conditions peut-être pas moins contraignantes ni aliénantes du pouvoir économique qui, sous le couvert de libéralisme, de pluralisme et de démocratie, est peut-être pas moins orienté idéologiquement et menaçant pour la liberté académique des universités, de leurs professeurs, de leurs chercheurs, et finalement pour le sens critique de leurs étudiants. Les chapitres que Naomi Klein consacrait déjà en 2000, dans son ouvrage No Logo, aux collusions entre les universités américaines et les entreprises qui financent leurs enseignements et leurs recherches, étaient prémonitoires. 3.3 Internationalisation, globalisation de l'université. Évidemment liée à la première mutation, l'internationalisation, dans le sens de la compétitivité comme de la collaboration, est désormais un des principaux vecteurs de l'évolution de l'université. La multiplication des contacts, des échanges d'étudiants, de chercheurs et de professeurs, des projets, des planifications transfrontalières sur le plan de l'enseignement comme sur celui de la recherche, est en train de profondément modifier le fonctionnement interne de chaque institution qui doit non seulement se conformer à ses exigences extérieures, mais qui doit aussi, pour survivre, se rendre visible sur le plan international soit par ses qualités,
la meilleure, soit par sa taille, la plus grande, soit par sa spécificité, la seule dans tel ou tel domaine, ces 3 critères étant interdépendants selon les cas, tandis que le critère de proximité N' intervient pratiquement plus chez les étudiants que pour le choix des premières années d'études. S'il est difficile de contester les bénéfices de cette internationalisation, il faut tout de même se demander s'il n'est pas parfois inadéquat, contraignant, voire contre-productif d'organiser à tout prix et de valoriser à ce point des revues, des projets, des colloques, des programmes, des classements internationaux au détriment d'initiatives moins ambitieuses, mais peut-être au moins aussi pertinentes, sans compter les risques d'uniformisation qu'entraîne inévitablement cette internationale académique et dont il va être question. En tout cas, sans même aborder la question de l'enseignement et l'usage des langues étrangères, l'internationalisation a amené la communauté universitaire à s'interroger sur ses pratiques linguistiques et discursives, pour en relever les singularités ou au contraire pour tenter de les neutraliser afin de s'inscrire dans cette globalisation intellectuelle en plein essor. Que ce soit pour aider les étudiants, les chercheurs, les professeurs à participer à cette internationalisation, les études contrastives sur les discours universitaires se sont développées d'abord de manière empirique afin de répondre à des besoins concrets, avant de devenir un champ de recherche théorique, spéculatif. En tout cas, comme en atteste cet ouvrage, on analyse enfin maintenant les discours pratiqués à l'université comme on analyse depuis longtemps les discours politiques, juridiques, médicaux, publicitaires. 3.4. Uniformisation, standardisation, formatage de l'université. Conséquence logique de la commercialisation et de l'internationalisation, le monde universitaire est en train de s'organiser, de se normaliser, de se standardiser pour permettre les échanges et les projets évoqués plus haut, ainsi que pour répondre aux critères de classification qui permettent de les comparer et surtout de les classer les unes par rapport aux autres, ranking. N'importe quel universitaire qui se déplace peut constater que les universités du monde se ressemblent de plus en plus, que ce soit dans leur mode de fonctionnement, dans la manière dont les cours sont organisés et même enseignés, dans la manière dont les chercheurs et les professeurs sont recrutés, travaillent, dans des équipes internationales, publient dans des revues internationales. Ainsi ne comptons plus le nombre de systèmes communs de programmes de cours, Bologne, d'évaluation des études par exemple. Le cadre européen commun de référence pour l'apprentissage des langues, d'évaluation des curriculums vitae des professeurs et chercheurs, de contrôle de qualité de départements et de laboratoires, etc. En ce qui concerne le discours à plus proprement parler, le prestige de seulement quelques grandes revues internationales par discipline, souvent publiées en langue anglaise dans les pays anglo-saxons, que les universitaires de tous les pays lisent et dans lesquels ils rêvent de publier, finit par imposer le même modèle de résumé, le même modèle d'article, le même modèle de recherche, inévitablement le même modèle de raisonnement, peut-être les mêmes valeurs scientifiques, éthiques, culturelles, idéologiques. C'est ici que l'on doit se montrer attentif aux dommages collatéraux d'une politique universitaire globalisante et uniformisante. Il est évident que c'est un avantage énorme pour la diffusion du savoir que de ne plus avoir à surmonter les barrières institutionnelles, culturelles et même linguistiques. Mais quels sont les inconvénients ou les risques à terme d'un système et d'un discours universitaires internationaux ? Jérôme Brunner, un des pères fondateurs de la psychologie cognitive, alarmé de constater que ces progrès se font en dehors et même au mépris de l'environnement culturel, rappelle que le savoir, autant au niveau de sa production que de sa transmission, est indissociable de la culture d'où il est issu, qui l'a permis, qui l'a provoqué. L'implémentation d'un savoir chez des personnes à qui il est étranger est autant vouée à l'échec, aux illusions, aux égarements, que l'applicationnisme aveugle de modèles théoriques d'une discipline à l'autre. On sait depuis longtemps en linguistique qu'il n'y a pas de langue sans culture sur le plan de son fonctionnement, de son utilisation, de son apprentissage. Il n'est pas moins irréaliste, illégitime, dangereux de vouloir gommer la culture du savoir, décontextualiser la science sous prétexte d'en assurer une meilleure diffusion, de favoriser les échanges et les collaborations. Cela reviendrait à tarir la source de la pensée créatrice dont elle émane. À ce propos, est-ce favoriser la science à long terme que d'imposer une lingua franca qui n'est la langue maternelle que d'un petit nombre de scientifiques, soit parce qu'on la juge, naïvement ou non,
dépourvu dorénavant de toute dimension idéologique, soit parce qu'on adopte, consciemment ou non, la culture qui lui est associée. Les universitaires commencent à s'inquiéter de l'envahissement de l'anglais dans les universités et les laboratoires du monde entier, et des effets néfastes de la rupture de plus en plus précoce et radicale des étudiants et des chercheurs avec leur langue et leur culture maternelle. Beaucoup annoncent un appauvrissement culturel, et partant scientifique, d'autres parlent d'aliénation. Nous n'entrerons pas non plus dans ce débat qui fait maintenant l'objet de plus en plus de discussions. Revenons un instant, avant de conclure, l'hypothèse selon laquelle les trois types de discours universitaires décrits au début de cet article, scientifique, professoral, de communication, subissent différemment l'impact des vecteurs de la mutation qui vient d'être décrite. À première vue, si l'uniformisation touche uniformément ces discours universitaires, la démocratisation et la popularisation de l'université concerneraient d'abord le discours professoral, qui a dû s'adapter à la baisse de niveau. Sa commercialisation influence surtout le discours de la communication, qui doit être plus attractif, et l'internationalisation est surtout contraignante pour le discours scientifique, qui doit être formaté pour être diffusé. Sans être alarmiste, nous voulons seulement attirer ici l'attention sur les enjeux scientifiques, idéologiques, humains d'une standardisation des discours universitaires au service d'une globalisation académique, comme d'une standardisation de tout discours au service de n'importe quelle cause. En uniformisant les discours universitaires, on uniformise et on oriente les méthodes, les approches, le regard que les scientifiques, les professeurs et leurs étudiants portent sur le monde, physique, social, et on uniformise et oriente le monde par la même occasion. Il y a effectivement de sérieux risques qu'à long terme, un discours unique entraîne une pensée unique, qu'elle soit scientifique, politique ou culturelle. Il est donc urgent, vu la rapidité avec laquelle s'internationalisent les universités, leurs programmes d'études, leurs projets scientifiques, leurs systèmes d'évaluation, que l'on interroge, discute, explicite une articulation entre d'une part les besoins indiscutables de communication, de collaboration, d'échange entre les pays, les institutions, les disciplines et des apostrophes. Autre part, la sauvegarde, si possible le développement des spécificités disciplinaires, culturelles, institutionnelles, mais aussi de la liberté, de la flexibilité, de la créativité sans lesquelles la recherche et l'enseignement ne sont pas viables. Repères bibliographiques. Abélard, Col, 2003, Universitas Calamitatum, le livre noir des réformes universitaires, Paris, édition du Croquant. Bourdieu P. 1982, Ce que parler veut dire, Paris, Fayard. 1984, Homo Academicus, Paris, édition de Minuit. Brunner J. 1996, Éducation, porte ouverte sur le sens. Éduquer et former. Les connaissances et les débats en éducation et en formation, Sciences humaines 67 décembre 1996, 183 à 187. Charles Ch. Esperluette Ch. Soulier dire, 2008, Les ravages de la modernisation universitaire en Europe, Paris, Sileps. Conférence on Bi and Multilingual Universities, Challenge and Future Prospect, University of Helsinki, 1 à 3 septembre 2005, www.palmenia.helsinki.fi/congress/bilingual 2005/programme.asp. De fait J. Monsieur 2006, Prolégomène à une analyse des discours universitaires, INE Suomla Salmi et fr. Vervin édition, Perspective interlinguistique et interculturelle sur le discours académique, Cross-Cultural and Cross-Linguistic Perspective on Academic Discourse, Department of French Studies, University of Turku, 193 à 219. www.umpointu.fi/Ranskankieli/Tutkimus/Julkaizut/book.pdf 2000. Au commencement était le texte, des rapports entre contraintes phrastiques et textuelles, acte du 22e Congrès de linguistique et philologie romane, Bruxelles, 23 au 29 juillet 1998. Volume 7 Sens et fonctions, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 153 à 158. Esperluette Monsieur Maréchal, 1997. Évaluation et amélioration de la maîtrise de la langue française chez les étudiants universitaires, Inve Boxus et al., édition. 1997. Acte du 15e colloque de l'Association internationale de la pédagogie universitaire,
C'est au 8 juillet 1997, Université de Liège, 289 à 300. ECOU, 1994, La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne, Paris Seuil. FEYERABENDP, 1975, Contre la méthode. Esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance, Paris Seuil. Foucault Monsieur 1969, L'archéologie du savoir, Paris Gallimard. 1971, L'ordre du discours, Paris Gallimard. Goffman 1987, Façon de parler, Paris édition de Minuit. Agesh CL, 1985, L'homme de parole. Contribution linguistique aux sciences humaines, Paris Fayard. Klein N 2001, Nos logos. La tyrannie des marques, Paris Actes Sud Trad française. Kuhn TH, 1962, La structure des révolutions scientifiques, Paris Flammarion. Leclerc G 1996, La communication en pédagogie, éduquer et former. Les connaissances et les débats en éducation et en formation, Sciences humaines 67 décembre 1996, 223 à 230. Minguenot D 1998, Analyser les textes de communication, Paris, Duno. Morin E 1999, La tête bien faite. Repenser la réforme, réformer la pensée, Paris Seuil. Schultes F, Monsieur Rocaille Escoda et PFR. Cousin d'Ir, 2008, Le cauchemar de Humboldt, Les réformes de l'enseignement supérieur européen, Paris, Raison d'agir édition. Sokala Esperluigi BRICKMONT, 1997, Impostures intellectuelles, Paris Odile Jacob. Vaquet F 2003, Parler comme un livre. L'oralité et le savoir 16e-20e siècle, Paris Albin Michel. À principe et enjeux. Pour une description raisonnée des discours épistémologiques. Semir Badir. Fonds national belge de la recherche scientifique. Université de Liège. Résumé. L'épistémologie, comme toute forme de savoir, est l'objet d'une pratique discursive. Or il s'avère que cette pratique discursive est beaucoup plus variée que les historiens de la philosophie ne veulent bien, le plus souvent, la considérer. C'est sans doute qu'il faille que cet objet représente lui-même un enjeu épistémologique, ainsi que cela l'a été pour Jean Piaget, pour que sa variété soit reconnue, mise en avant et raisonnée. La présente étude propose une typologie des discours qui soit applicable à l'épistémologie. Après quoi, elle établit le modèle d'une description raisonnée, ou caractérologie, de la variété des discours épistémologiques. In fine, elle fait retour sur les discours universitaires. Mots-clés. Piaget caractérologie épistémologie discours. Abstract. A every form of knowledge, epistemology is the result of a discursive practice. It so happens that this discursive practice is much more varied than historians of philosophy most often tend to consider it to be. That is why we need to realize that the status of epistemology itself represents an epistemological stake, as was the case for Jean Piaget, in the sense that his epistemological purposes had to be known as a truly original and well-formed epistemology. This study is first about a typology of discourse. Then, a variety of epistemological discourse will be commented on the basis of this typology. Finally, we will discuss the status of the academic discourse such our commentary on epistemology reveals it. Keywords. Piaget caractérologie épistémologie discourse. 1. Préambule. La notion de discours est particulièrement labile. Si elle est utilisée distinctement par plusieurs tendances théoriques au sein des sciences du langage, sémiotique, pragmatique, linguistique de l'énonciation, analyse du discours, elle rencontre en outre la langue ordinaire, de sorte qu'elle paraît éprouvée par l'usage. Du coup, toute acception technique est sommée de s'articuler à cet usage ordinaire, quelle qu'en soit la manière. La locution discours universitaire bénéficie de cet état de langue. Il s'agirait pourtant de se donner les moyens de la mettre en question. Son identité, qu'il y ait du discours à qualifier d'universitaire, comme sa pluralité, que ce discours fasse l'objet de distinctions internes susceptibles de le diversifier, demande à ce que l'on interroge les caractères capables de le définir. En empruntant à Fr.
Rastier une acception de discours relativement lâche. Ensemble d'usages linguistiques codifiés attachés à un type de pratique sociale. Rastier 2001 sur 298, 1. On notera que le discours a un double statut. Il est indissolublement objet de langage et objet social. Si nous nous en tenons ici à une approche linguistique, admettons, en deçà d'éventuelles nuances à apporter, que le discours considéré comme objet linguistique spécifique, c'est-à-dire distinct du texte ou de la phrase, fait sens d'abord par son caractère social. Pourtant, s'il y a quelque chose qui, a priori, paraît permettre la caractérisation des pratiques universitaires parmi l'ensemble des pratiques sociales, c'est leur rapport au savoir. L'étude des discours universitaires, qu'ils soient d'institution, de recherche ou d'enseignement, rencontre alors inévitablement des considérations d'ordre épistémologique en matière d'organisation et de qualification des connaissances. C'est cette rencontre que l'on voudrait préparer ici, car son caractère incontournable ne la rend pas moins problématique pour l'épistémologie elle-même, laquelle n'a pas l'habitude d'inclure les discours universitaires parmi ses objets, à tout le moins ne désigne-t-elle pas ceci sous une telle locution. Aussi, la réflexion inhérente à l'épistémologie demande à ce que l'on interroge l'épistémologie du point de vue de sa discursivité et de la pluralité de ce discours. Une fois établis les discours épistémologiques dans leur variété, j'inviterai le lecteur à faire retour sur les discours universitaires dans leur ensemble et à regarder la possibilité d'application de la caractérologie 2, mise en place pour les discours épistémologiques vers les discours universitaires. 2. L'épistémologie comme objet. Concernant l'épistémologie comme objet d'étude, on pourrait reprendre à son endroit, et presque a fortiori, l'observation faite par M. Thémard concernant la philosophie en général. Il existe une forte résistance de la part des épistémologues à constituer l'épistémologie comme objet d'étude pour un regard extérieur à celui de l'épistémologue, confère. Thémard 2007 sur 154. Cependant, il me semble que cette résistance est encore plus problématique que celle qui a la philosophie pour objet, car elle exprime une exclusive alors même que l'usage du terme d'épistémologie dépasse de très loin le cadre du travail réalisé par les philosophes épistémologues, c'est-à-dire par les épistémologues qualifiés à l'intérieur du champ des études philosophiques, et même dépasse de très loin le discours philosophique. J'ai eu la curiosité d'interroger Google sur le mot « épistémologie ». Dès la deuxième page, on tombe sur des textes tout à fait hétérodoxes vis-à-vis de l'épistémologie philosophique. On tombe par exemple sur un texte intitulé « Du texte à l'hypertexte », vers une épistémologie de la discursivité hypertextuelle. Vérification faite, ce texte apparu dans la revue Hermès en 1995, une revue spécialisée en psych, ça n'est donc pas un de ces textes sauvages, illuminés qui pullulent sur le net, et l'auteur en est Jean Clément, un littéraire spécialisé dans l'hypertexte. Mais ce que l'on remarque est que contrairement à ce qui serait attendu en philosophie épistémologique, une épistémologie peut porter sur autre chose qu'une discipline de savoir. En l'occurrence, elle porte sur l'objet d'un savoir en constitution. Le terme d'épistémologie est donc pris ici, suppose-t-on, comme un équivalent de celui de science. Ça n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres qui attestent de la diffusion tous azimuts du terme d'épistémologie largement en dehors du champ philosophique. Or, cette variété, ce disparate même, touchant au terme d'épistémologie, les épistémologues philosophes refusent d'en tenir compte. Ils l'ignorent au sens actif, espère-t-on, du terme. On trouve des ébauches de description dans les dictionnaires spécialisés, mais seulement en introduction, en préface. La philosophie des sciences, ouvrage dirigé par D. Handler, A. Fagot-Largeau et B. Saint-Cernin, 2002, comprend ainsi 10 pages intitulées Vue rapide sur la philosophie des sciences au XXe siècle. De même, Les philosophes et la science comprend une introduction, signée par le directeur du volume, P. Wagner, 2002, où plusieurs pages sont consacrées à l'examen du concept d'épistémologie et où notamment, une distinction terminologique est proposée entre épistémologie et philosophie des sciences. Il va de soi que ces sources, dictionnaires et ouvrages collectifs, procurent tous les indices d'autorité et d'érudition attendus. Ils ont toutefois tendance à aborder la variété des épistémologies, non comme un réservoir de questions, mais plutôt comme une matière à nommer et à définir, un corpus dont il faut faire l'histoire, un champ disciplinaire à situer. Bref,
Il répugne à appliquer à la diversité épistémologique le traitement que les épistémologues, qu'ils sont eux-mêmes par ailleurs la plupart du temps, réservent à leurs objets. Ce que je déplore en effet, c'est l'absence d'une réflexion proprement épistémologique sur l'épistémologie. Bref, c'est l'absence d'une réflexion méta-épistémologique. 3. La méta-épistémologie de Jean Piaget. J'ai trouvé un ouvrage qui fait davantage d'efforts dans ce sens, et il est significatif que cet ouvrage soit aujourd'hui contesté sinon refoulé par les épistémologues philosophes. Il s'agit du volume dans la Pléiade Logique et connaissances scientifiques dirigé par J. Piaget, 1967. Je dis que sa contestation, voire son ignorance, toujours au sens actif, est significative, et elle l'est précisément en ce qui concerne la question qui m'intéresse. La réflexion méta-épistémologique de Piaget III n'est pas perçue comme appartenant au champ du discours épistémologique, alors qu'il est manifeste que si Piaget a mené une telle réflexion sur l'épistémologie, c'était précisément dans le but de justifier et de rendre légitime la place qu'il attribue dans cet ouvrage, comme dans D', autres antérieurs, à ses propres vues épistémologiques. Je ne donnerai pas à suivre dans son déroulement la réflexion, tout à fait passionnante pourtant, de Piaget sur l'épistémologie prise comme objet d'étude. Je ne présente que les éléments utiles à la caractérologie que j'ai en visée. La réflexion piagétienne suit un plan élaboré, partant du plus général pour aborder finalement le cas de la méta-épistémologie. 4 domaines scientifiques. Dans chacun de ces domaines, 4 domaines de recherche. Dans les 3e et 4e de ces domaines de recherche, à savoir ceux qui touchent à l'épistémologie, 3 tendances et 3 formes épistémologiques, dont une à privilégier, évidemment celle qu'utilise Piaget lui-même pour cet ouvrage. Un organigramme permettra de visualiser le plan d'ensemble de la réflexion. Tableau 1. Organigramme des connaissances selon Piaget. Quelques commentaires sur la méta-épistémologie piagétienne, à partir de cet organigramme. 1. Les flèches entre domaines scientifiques marquent des déterminations. Ainsi, par exemple, la flèche supérieure à l'extrême gauche signifie que les sciences logico-mathématiques déterminent les sciences physiques selon les 4 domaines de recherche dans ces domaines scientifiques. D'après Piaget, les sciences psychosociologiques déterminent les sciences logico-mathématiques, mais seulement en ce qui concerne leurs données matérielles et leur épistémologie dérivée, l'épistémologie dérivée D'. Un domaine scientifique consiste en la généralisation de l'épistémologie interne vers les autres domaines scientifiques, confère. Piaget 1967 sur 1172-1178. 2. La répartition entre domaines scientifiques n'est pas équilibrée. Le domaine logico-mathématique est strictement circonscrit, tandis que le domaine psychosociologique est un grand fourre-tout pour toutes les sciences non reprises dans les 3 premiers groupes. 3. De même, la répartition des domaines de recherche ne dit rien de la quantité des travaux réalisés dans chacun de ces domaines. Notamment, elle ne permettrait pas d'équilibrer en 4 zones égales la masse des ouvrages répertoriés dans une bibliothèque de recherche de type généraliste, la Library of Congress par exemple. À vrai dire, le premier domaine se taille la part du lion, les domaines épistémologiques n'occupant qu'une part congrue. Ainsi, les répartitions proposées par Piaget sont générales, puisqu'elles ne laissent pas de reste, mais orientées vers l'objet visé, à savoir l'épistémologie. 4. La méta-épistémologie piagétienne fait état d'une certaine diversité entre les épistémologies. Le premier critère de cette variété est banal. Il consiste à distinguer parmi les épistémologies des tendances antiréductionnistes ou structurales, réductionnistes ou génétiques, constructivistes complexes, génético-structurales confère. Piaget 1967 sur 1240-1241. Là encore, la répartition que permet l'usage de ce critère est orientée, puisqu'elle permet à Piaget de valoriser la tendance constructiviste qu'il défend lui-même. 5. Le second critère de la diversité épistémologique est moins commun et d'ailleurs plus problématique. C'est celui qui m'intéresse ici. Piaget distingue en effet 3 formes d'épistémologie. Le problème afférent à ce critère est double. Au départ, on ne sait pas ce que Piaget entend par formes épistémologiques. En toute apparence, ce ne sont pas des genres, bien que ces formes aient pour but le tri d'un corpus de textes. À l'arrivée, le tri réalisé entre les formes épistémologiques sépare des textes qui appartiennent pourtant à la même tradition, à savoir la tradition philosophique de l'épistémologie,
tout en permettant le rassemblement de textes de traditions distinctes. Dans la forme métascientifique, Piaget groupe en effet les œuvres de Platon, Kant, Leibniz, Hegel. Le parangon de la forme parascientifique serait Husserl, en ce que la phénoménologie husserlienne cherche à atteindre un mode de connaissance distinct de la connaissance scientifique. La forme scientifique rassemble les écrits de Comte, Coiré, Cavaillès, mais aussi ceux de Poincaré, Duhem ou Gonset, Confer. Piaget 1967 sur 15-16. 4. Une typologie des discours. Voici à présent mes propositions personnelles. Elles partent de l'appareil conceptuel piagétien, dès lors que celui-ci représente un devancier pour le développement métaépistémologique, mais tâche d'amener les critères à un degré conceptuel non problématique. 1. Selon le principe structural, la caractérisation des discours épistémologiques se base sur la constitution préalable de frontières entre domaines de savoir. 1 bis, la qualification scientifique versus non scientifique ne saurait jouer a priori comme critérium de ces délimitations. 2. Selon le principe génétique, il faut instruire entre les domaines de savoir un dynamisme marqué par le passage des frontières. 4 mouvements dynamiques peuvent être ainsi distingués. De l'intérieur d'un domaine de savoir vers l'extérieur de ce même domaine. De l'extérieur vers l'intérieur. En dedans, de l'intérieur vers l'intérieur. En dehors, de l'extérieur vers l'extérieur. 3. Il s'agit d'assigner à la caractérisation et aux formes piagétiennes un champ d'application bien défini. Autrement dit, il est nécessaire d'attribuer un statut à cette caractérisation, les domaines de savoir n'ayant par eux-mêmes aucune qualification préalable. Nous proposons que cette caractérisation concerne les discours. Les domaines de savoir sont alors des domaines discursifs de savoir, et les passages entre domaines doivent être vus comme des parcours positionnels, analysables en termes dialogiques. 4. Deux positions sont considérées. Selon la visée ou plus communément dit, selon l'instance énonciative du discours. Selon la saisie ou plus communément dit, selon l'instance réceptrice du discours. Selon la saisie, les discours sont soit des ésotéries, c'est-à-dire des discours adressés à des co-énonciateurs à l'intérieur du domaine, soit des exotéries, des discours adressés à des récepteurs extérieurs au domaine. Selon la visée, les discours sont soit des exégèses, des discours énoncés depuis une position extérieure au domaine objet. Je généralise ainsi la relation d'exégèse à toute taille discursive, non seulement d'œuvre à œuvre, mais également extériorité face à un genre ou au discours tout entier, soit ce que je propose d'appeler des exégèses en construisant le néologisme selon le principe des apostrophes. Analogie décrit par Saussure 1916 sur 220-230. E accent aigu S, E accent aigu gèse est à exégèse ce que ésotérie est à exotérie. À partir de ces notions, une typologie des discours est envisageable. Observons que saisie et visée, source et but, ne sont pas hiérarchisés entre eux. On pourrait les faire jouer comme des critères dans un tableau à double entrée. Conventionnellement toutefois, on a l'habitude de placer la source avant le but. C'est pourquoi une présentation arborescente sera privilégiée. Tableau 2. Typologie des discours. Cette proposition typologique concerne n'importe quel type de discours. Le critère qui y est à l'œuvre concerne l'instauration, ou non, d'une frontière au sein des discours et la négociation du franchissement de cette frontière. Autrement dit, cette typologie contribue à une réflexion gnoséologique, avec cette particularité d'y insuffler une fonction dynamique, quand les classifications traditionnelles des discours de savoir sont au contraire souvent marquées par le statisme des critères utilisés. 5. Caractérologie des discours épistémologiques. C'est cette typologie générale que j'applique à présent aux discours épistémologiques. Tableau 3. Caractérologie des discours épistémologiques. Le type 3, un discours exégétique à positionnement ésotérique, crée un standard et est le plus à même de constituer le domaine discursif en discipline spécifique. En tant qu'exégèse, l'épistémologie a un objet distinct, à savoir le domaine discursif sur lequel elle porte. En tant qu'ésotérie, elle s'adresse à un groupe en constitution de co-énonciateurs. Cependant, la constitution disciplinaire de l'épistémologie est mise en difficulté par des phénomènes dynamiques d'incidence aux frontières. Le type 2 de fait constitue un ensemble concurrent,
c'est le discours épistémologique produit par les scientifiques eux-mêmes. Plus généralement, tout commentaire d'un savant sur sa propre pratique et sur la pratique de ses pairs relève de ce type de. Les préfaces, les introductions, d'ouvrages ou de toute autre portion textuelle, les autobiographies intellectuelles, les mémoires sont des lieux privilégiés accueillant ce type de discours. Le type I est plus radical. Il consiste de la part du savant à intégrer une réflexion épistémologique dans le corps de sa pratique discursive elle-même. Il désigne ce que Piaget appelle les épistémologies internes. Leur caractère le plus évident est que ce sont peu ou prou des épistémologies programmatiques. Elles énoncent des conditions de possibilité pour que le discours-objet, celui du savoir en question, soit conforme à ce qu'il devrait être, en dépit de ce qu'il est. À l'autre bout, il faut envisager un type 4 de discours épistémologique, qui n'est pas produit depuis le domaine objet ni à l'intention des praticiens de ce domaine. Ce qui est visé par l'instauration de ce quatrième type de discours épistémologique, c'est le vaste ensemble des écrits de vulgarisation, les manuels, les dictionnaires encyclopédiques, les articles dans la presse spécialisée, dont Bachelard disait qu'il réalise une psychanalyse du savoir, cité dans Jeanneret 1994 sur 94. Un tel type de discours épistémologique ne considère que ce qui est, il l'actualise comme tel, il fait état de ce qui est, l'institutionnalise et le normalise. Outre les critères qui ont conduit à leur distinction typologique, les différents discours épistémologiques sont soutenus par des caractères généraux. En premier lieu, les discours épistémologiques ne tiennent pas une position invariable vis-à-vis de leur discours-objet. Si les travaux disciplinaires des épistémologues, type 3, mènent des analyses, tout autre est le rapport des manuels et des notices encyclopédiques, type 4, dont le travail de vulgarisation est dirigé par un effort de synthèse. De même, les types I et 2 fonctionnent en symétrie. Le regard prospectif des épistémologies programmatiques a un effet de diffraction sur les travaux du discours-objet, en élargissant les frontières de ce discours. Le regard rétrospectif des autobiographies intellectuelles, au contraire, a tendance à produire des effets de concentration qui circonscrivent pour les franchir les frontières disciplinaires. Deuxièmement, les discours épistémologiques sont modalisés 5, et c'est en fonction de ces modalisations que les discours épistémologiques acquièrent plus ou moins de cohérence en tant que domaine spécifique de savoir. Le type 3 est de l'ordre du faire, construisant explicitement sa formation disciplinaire et l'autonomie de celle-ci vis-à-vis du discours-objet. Il conduit donc à une praxéologie, un art du faire épistémologique, voire à une ontologie, une recherche sur les spécificités formelles de ce discours, comme c'est le cas dans la métaépistémologie. Le type 4 appartient à l'ordre du pouvoir. Il actualise et consacre le discours épistémologique en tant qu'il est déjà réalisé. Dans le cadre de l'acquisition des savoirs, la visée de ce type de discours est pédagogique, l'idéologie toutefois le cerne et guette ses effets. Le type 2 en revanche, appartenant à l'ordre du croire, potentialise ce discours en le définissant comme univers d'assomption d'un autre discours, le discours-objet, dans lequel il serait englobé. Un univers assomptif de croyance, quand il correspond à l'univers d'un praticien du savoir, développe la part déontologique des discours épistémologiques. Enfin, le type I, de l'ordre du devoir et du vouloir, virtualise complètement le discours épistémologique, celui-ci n'énonçant que l'idéal du discours-objet. Ce discours-là n'a pas de lieu propre, il demeure utopique, sans valeur axiologique déterminée. Enfin, un troisième caractère s'attache aux valeurs génétiques, distribuées sur un axe tensif en valeurs problématiques et valeurs apodictiques 6. Suivant cet axe, les théories, type I, produisent une mise en cause de leur domaine de discours. Les autobiographies intellectuelles, type 2, sont le lieu d'une mise au point, d'un questionnement de soi par soi. Les travaux académiques d'épistémologie, type 3, actent de ce qui est, tout en laissant la possibilité d'y pointer des problèmes. Les manuels pédagogiques, type 4, fournissent en priorité les résultats les plus assurés. Il me reste à préciser, ainsi que j'en avais averti en préambule, que cette caractérologie risque fort d'être contestée par les épistémologues philosophes, dès lors qu'elle fait éclater le discours épistémologique et leur en retire le monopole. Admettre la pluralité des discours épistémologiques, cela n'est peut-être pas tout à fait envisageable dans le champ des discours de connaissance au sens strict, dans l'organigramme des connaissances,
Il n'y a place en somme que pour un seul domaine épistémologique, fût-il varié, voire hétérogène, pour L'. Accepter. Il faut se placer dans un champ plus large, tel le champ des discours universitaires, lequel est fondamentalement hétérogène, porté par des valeurs contrastées selon ses acteurs, partagées notamment entre recherche et enseignement, recherche fondamentale et recherche appliquée. 6. Retour sur les discours universitaires. La typologie des discours mis en place dans cette étude pointe une difficulté d'ordre théorique au sujet de la notion de discours universitaire. En effet, si elle permet largement d'entériner au sein de ceux-ci la distinction entre recherche de type exégétique et enseignement, à valeur exotérique, en revanche elle semble incapable de déterminer ces deux champs discursifs face au champ institutionnel. De fait, à devoir être appliquée à ce dernier champ, la typologie joue à nouveau à plein sans considération pour les deux autres champs. Autrement dit, la typologie mise en place s'applique aux discours institutionnels tenus dans l'université sans trouver à marquer leur spécificité au sein des discours universitaires dans leur ensemble comme on peut s'en assurer à travers un exemple choisi dans chaque catégorie. Discours institutionnel exégétique à fonction ésotérique. Note de service administratif à l'adresse de son personnel pour les tâches qui lui sont conférées. Discours institutionnel exégétique à fonction exotérique. Parution au moniteur des postes académiques à pourvoir. Discours institutionnel exégétique à fonction ésotérique. Note ministérielle concernant l'enveloppe budgétaire globale annuelle de l'université. Discours institutionnel exégétique à fonction exotérique. Relais dans la presse des discours de type précédent. Aussi, de deux choses l'une. Ou bien l'allocution de discours universitaire demande à être restreinte au discours institutionnel de l'université, mais alors on risque de s'apercevoir que bien peu de choses distinguent ces discours de ceux tenus en rapport avec d'autres institutions, concernant l'administration d'un hôpital par exemple, de sorte que l'allocution de discours institutionnel semblerait plus légitime, ou bien l'allocution de discours universitaire ne contient que les discours concernant la recherche et enseignement, mais dans ce cas également on peut se demander si l'allocution est la plus adéquate, quand d'autres paraissent plus largement reçues, à commencer par l'allocution de discours scientifiques en usage dans la plupart des épistémologies. Dans les deux cas, au terme de l'examen qui a été proposé, c'est la notion même de discours universitaire qui paraît fragile et discutable. Quand bien même on accepte de lier la notion de discours à celle d'une pratique sociale, ce qui semble la proposition la plus apte à donner une assise théorique au discours universitaire, il faut reconnaître qu'une pratique sociale ne saurait regrouper les activités discursives de l'ensemble des agents associés au lieu de cette pratique, surtout quand ce lieu est une institution aussi ouverte qu'une université ou un hôpital. Un directeur d'hôpital n'a pas de pratique commune avec le médecin qui l'emploie, et on qualifierait indûment son discours de médical. Il en est de même au sein de l'université, entre un enseignant, chercheur et un administrateur. Ajoutons quelques mots plus directement politiques à ce sujet. Parler de discours universitaires entérine les politiques néolibérales relatives aux institutions de recherche et d'enseignement. Sa prise en compte est la marque de l'attention que les chercheurs réservent aux pressions qui s'exercent depuis l'extérieur sur le champ de leurs pratiques épistémiques. Au terme de l'examen, je ne suis pas tenté pour ma part de cautionner la notion de discours universitaire. Repères bibliographiques. Andler D., AFAGOTLARGEAUT et B. Saint-Cernin 2002. Philosophie des sciences, Paris Gallimard, folio 2 vol. Fontanier J. 1998, Sémiotique du discours Limoges, Poulim. Esperluette C.L. ZILBERBERG, 1998, Tension et signification, Liège, Mardaga. Jeanneret Y. 1994, Écrire la science. Forme et enjeux de la vulgarisation, Paris, PUF, Sciences, Histoire et Société. Meilleur Monsieur 1986, de la problématologie, Philosophie, Sciences et Langage, Liège, Mardaga. Piaget J. 1967, Logique et connaissances scientifiques, Paris Gallimard, La Pléiade. Rastier Fr. 1989, Sens et textualité, Paris Hachette. 2001 Arts et sciences du texte, Paris PUF. Saussure F. de 1916, Cours de linguistique générale, Paris Payot. Thémard Monsieur 2007,
Analyse du discours philosophique, perspectives croisées, Inès Bonnefou et M. Thémard, accent aigu D. Analyse du discours en sciences humaines et sociales, Paris, Ofrice 153 à 165. Wagner P. Dir. 2002, Les philosophes et la science, Paris Gallimard, Folio. Modalités et modes de communication des discours universitaires. Prisque Barbier. IPRALANGEA 739. Université Paul Valéry, Montpellier. Résumé. Cette communication s'interroge sur les caractéristiques discursives propres au discours universitaire. Tout d'abord, nous tenterons de décrire la notion de discours universitaire, en rendant compte à la fois de leurs spécificités fonctionnelles, énonciatives, textuelles et communicationnelles. Ensuite, nous réfléchirons aux statuts et aux rôles assignés dans ces discours aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs. Enfin, nous nous interrogerons sur les modes de transmission des discours universitaires, ainsi que sur les compétences discursives mises en œuvre, tant par les enseignants dans leurs cours, que par les chercheurs dans les ouvrages et les revues spécialisées en linguistique. Mots-clés. Discours universitaire, spécificité sociale, spécificité pragmatique, spécificité organisationnelle, spécificité énonciative. Abstract. This study analyses the discursive characteristics specific to university speeches. Firstly, we will try to describe the notion of university speech while considering at the same time their functional, enunciative, textual and communicational specificities. Then, we will examine the status and role assigned to students, lecturers and/or researchers in these speeches. Finally, we will observe the mode of transmission of university speeches and also the discursive competence put in place by lecturers in their course, as well as researchers in linguistic specialized works and reviews. Keywords. University speeches, social specificities, pragmatic specificities, organizational specificities, enunciative specificities. 1. Introduction. Cette communication souhaite décrire les caractéristiques discursives propres au discours universitaire, afin d'en déduire leur mode de transmission. En effet, si l'on considère les discours universitaires comme un ensemble cohérent, il faut alors se donner les moyens d'en décrire les caractéristiques sociales, pragmatiques, organisationnelles et énonciatives, car l'étude approfondie de ce genre de discours permet de repérer leurs enjeux et les modes de médiation du savoir, en contribuant à la construction d'un discours qui puisse être entendu, compris et débattu et pour en assurer la médiation pour les citoyens, les décideurs politiques, les entreprises et les milieux associatifs. En outre, comme le souligne Paulet 2000, la variété discursive du système de communication à l'université et la nécessité de son enseignement poussent à rechercher et décrire des modèles génériques dans lesquels s'inscriraient des réalisations aussi diverses que les cours et syllabiques, les ouvrages et articles scientifiques, les ouvrages et articles de diffusion, les travaux d'étudiants. Elle souligne aussi que pour cela il faut passer d'une logique de remédiation de compétences générales à une logique d'adaptation aux pratiques langagières spécifiques de l'université. 2. Caractéristiques du discours universitaire. Nous allons ainsi commencer par décrire les caractéristiques des discours universitaires, en rendant compte à la fois de leurs spécificités sociales, pragmatiques, organisationnelles et énonciatives. 2.1. Les caractéristiques d'ordre sociolinguistique et pragmatique. Tout d'abord, si l'on considère les discours universitaires en fonction du contexte dans lequel ils sont produits, on observe que leur caractéristique d'ordre sociolinguistique est d'être réalisés dans un univers de communication dont au moins l'émetteur appartient à la communauté universitaire, et que l'objet du discours participe d'un savoir disciplinaire enseigné ou construit à l'université. Ainsi, ce contexte influence largement les caractéristiques pragmatiques des discours universitaires dont la visée est la transmission d'un savoir, pour ne pas dire d'une doctrine, mais également d'une méthode d'analyse des objets dont elle souhaite étudier le fonctionnement. Par conséquent, la communication universitaire étant produite dans des circonstances particulières, comme le lieu institutionnel, le statut des interlocuteurs, le rapport qu'ils entretiennent, l'objet du discours, l'intention du locuteur et le domaine disciplinaire concerné, elle génère donc des spécificités organisationnelles et énonciatives. 2.2.
Des caractéristiques organisationnelles et énonciatives. En effet, si l'on considère le milieu de circulation des genres académiques et le type de relations entretenues, même implicitement, entre les interlocuteurs, on observe que ces caractéristiques provoquent des spécificités sur le plan de l'organisation des énoncés et des modalités d'énonciation. 2.2.1 Les caractéristiques organisationnelles. Il possède aussi des caractéristiques organisationnelles spécifiques, puisque pour construire son discours l'énonciateur doit le structurer selon un contenu thématique particulier et une organisation séquentielle. En effet, on observe que les discours universitaires ont une continuité thématique entre les parties, les paragraphes et à l'intérieur de ceux-ci, qui assure leur cohérence que ce soit dans un discours oral ou un discours écrit, article, ouvrage, par un jeu constant de séoréférences, substitution lexicale, pronominale et une organisation interne, marqueur d'organisation. Organisation externe des parties. 1.2. 1. 2. Structure de l'intervention. 2. 1. 2. 1. Constituant directeur et subordonné. 2. 1. 2. 2. Le principe de composition de l'intervention. 2. 1. 2. 3. L'intervention discontinue. Meuchler J. Argumentation et conversation, 1985, pages 88 à 92. Organisation interne des paragraphes. 2 types de conditions semblent nécessaires. Le premier, de nature épistémologique, assignerait à l'interprétation sa place. Le second porterait sur la détermination des unités pertinentes qui rendent une interprétation possible. Kosuta F. Catégories descriptives et catégories interprétatives. 2004, page 199. 2.2.2. Les caractéristiques énonciatives. Ils possèdent également des caractéristiques énonciatives spécifiques puisqu'ils sont pris en charge par un énonciateur spécifique, en fonction d'une époque donnée, selon un mode donné, et qu'ils sont construits à partir de certains interdiscours. Les marques de personnes. On peut tout d'abord observer comment l'énonciateur choisit de prendre en charge ces énoncés. On remarque ainsi qu'il peut choisir soit une prise en charge neutre, sans sujet ou avec un sujet collectif, soit une prise en charge personnelle. Prise en charge neutre. 3. Parler est une forme d'action sur autrui et pas seulement une représentation du monde. Minguenot D. Analyser les textes de communication, 1998, page 39. Prise en charge collective. 4. Face aux termes et aux expressions d'usage courant qui neutralisent les propos et permettent une exploitation argumentative voilée, on trouve des choix lexicaux voyants. Amossière, l'argumentation dans le discours, 2000, page 145. 5. Nous avons comparé de ce point de vue de courts récits d'accidents publiés dans la presse française avec d'autres récits. Blanche Benveniste CL, Approche de la langue parlée en français, 2000, p. 60. Ces deux modes de prise en charge sont caractéristiques des discours à portée généralisante où l'énonciateur se pose non pas en détenteur et en producteur des savoirs qu'il souhaite transmettre, mais en canal de transmission ceux-ci et donc en unité de recherche s'incluant dans une communauté de chercheurs. Prise en charge personnelle. En outre, comme il est également un chercheur indépendant et donc un producteur de savoir, l'énonciateur à certains moments prend en charge une partie des énoncés qu'il produit. 6. Par l'opération d'ancrage, ancrage référentiel, la séquence descriptive signale au moyen d'un pivot nominal que j'appelle le THEMETITRE qu'il s'agisse d'un nom propre ou commun. Adam J. Monsieur, les textes types et prototypes, 2001, page 85. Par cette prise en charge personnelle, l'énonciateur se pose en producteur personnel de ces énoncés dont il assume le contenu et la portée, tout en se posant ou même parfois en s'opposant à certains membres de la communauté dont il fait partie. Les marques de contexte temporel. Dans les dus, on repère aussi des marques temporelles dont l'énonciateur se sert pour situer historiquement son discours. 7. C'est au début des années 1970 que l'on assiste à l'émergence de ce nouveau champ de recherche et que les conversations deviennent l'objet d'une investigation systématique. Gerbrat Orecchioni C. La conversation, 1996, page 10. 8.
Jusqu'à présent, la plupart des travaux portant sur l'argumentation se sont focalisés sur les arguments proprement dits. À l'inverse des auteurs récents, ont défendu avec brio que tout dans la langue est argument. Breton P. L'argumentation dans la communication 1996 page 40. En effet, l'énonciateur construit son discours en fonction d'une époque donnée pour inscrire son œuvre dans une doctrine, mais également pour montrer les rapports de ses travaux avec la doctrine à laquelle il se réfère afin de montrer sa continuité, son opposition ou même sa rupture. Les marques de modalisation. On observe aussi des marques de modalisation, comme le conditionnel. 9. Les deux principes qui viennent d'être évoqués, crédibilité et spectacle, ne sauraient se passer d'une troisième exigence ancrée très profondément dans les imaginaires des professionnels de la communication médiatique, l'exigence d'empathie. Lochargé, Esperluette, Boyer H. La communication médiatique, 1998 page 25. Ce type de modalisation du discours est propre au discours scientifique, qui se construit sur la base d'hypothèses construites par l'énonciateur-chercheur. Les marques d'interdiscours. Enfin, nous avons analysé les marques d'interdiscours, comme les citations indirectes ou directes qui servent de référence à l'énonciateur. 10. Alors que pour Frege, le sens est une sorte de médiation obligatoire entre le langage et l'individu, pour Kaplan, cette médiation, c'est le contenu propositionnel qui l'opère. Vignoget, Le discours acteur du monde, 1988 page 75. 11. Le postulat auquel je souscris est donc que le sens n'est pas dans le tableau, qu'il n'est pas dans le texte, mais qu'il advient par celui qui regarde ou qui lit. Edgar Morin l'a très bien dit. Toute découverte, à commencer par celle d'une chose visible par tous, est une conquête cognitive qui comporte invention et création. Morin 1986 sur 189. Gris J.B. Logique et langage, 1990 page 92. En effet, la présence d'interdiscours est caractéristique du discours universitaire puisque l'énonciateur construit ses énoncés en référence à d'autres discours, soit pour montrer les rapports de ses travaux avec la doctrine à laquelle il se réfère afin de montrer sa continuité, soit pour montrer son opposition ou même sa rupture par rapport à ses travaux. 3. Des caractéristiques liées au statut et au rôle des étudiants et des enseignants-chercheurs. L'étude de ces différentes caractéristiques nous permet de rendre compte du statut et des rôles qui sont assignés aux enseignants et aux chercheurs et aux étudiants dans la transmission des discours universitaires. En effet, si l'on considère à la suite des travaux de Paulet 2000, que l'une des caractéristiques essentielles des discours universitaires est la transmission de savoir qui balance entre une démarche expositive similaire à celle du discours didactique scolaire, développement tel que définition, traduction, description, reformulation, décomposition, justification, exemple, schéma cause-conséquence, séquences prototypiques explicatives répondant à des questions en pourquoi, et une démarche argumentative plus typique du discours scientifique, on peut alors s'interroger sur les formes que prennent ces balancements dans les discours universitaires oraux et écrits. 3.1. Statut et rôle des étudiants et des enseignants-chercheurs dans les cours magistraux et les TD, ou TP. Dans les cours magistraux, l'enseignant expose un savoir établi à des néophytes en position d'attente, de réception passive, et dans ce cas il obéit clairement à une intention didactique, confirmée par sa position hiérarchique et de nombreux développements venant définir, décrire, traduire ou décomposer certaines notions. La relation d'autorité par rapport aux étudiants lui est conférée par son profil d'expert, et l'enjeu institutionnel de cette communication universitaire qui se combine aux contraintes spatiales de la situation de communication en amphithéâtre pour aboutir à une stricte répartition des tâches langagières. En effet, à la parole de l'enseignant, les étudiants réagissent non par la parole mais par la prise de notes. Et réciproquement, les modalités de cette activité d'écriture, tension, relâchement, regard sur l'écrit du voisin, etc., sont pour l'enseignant autant de signaux auxquels il va répondre par des mots et plus largement par une certaine façon de gérer son discours, reprise, explicitation, rappel, etc. Dans les TD ou les TP, l'enseignant décide de privilégier, dans le contrat de communication qui le lie aux étudiants, une relation de chercheur à futur chercheur plutôt qu'une relation purement didactique. Dans ce cas, l'enseignant endosse alors son rôle de chercheur et fait participer les étudiants à une démarche de recherche de résultats en les invitant à une réflexion participative sur un savoir problématique,
par des questionnements, s'inscrivant dans une situation conflictuelle, en comparant différents paradigmes, appelant des remises en question et nécessitant notamment le développement de l'esprit critique, l'adoption d'une démarche reconnue comme scientifique, l'introduction d'une dimension épistémologique. Dans ce type de communication, son discours se construit sur la remise en question des savoirs de référence transmis dans les CM, sur la comparaison des théories, sur une réflexion autour des différentes méthodes d'analyse possibles des faits à observer, par le recours notamment aux éléments de construction des discours argumentatifs, connecteurs. 3.2. Statut et rôle des étudiants et des enseignants-chercheurs dans les écrits universitaires. Dans les écrits universitaires, le chercheur est à certains moments enseignant, en exposant un savoir établi à des lecteurs néophytes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.